Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tout nouveau format. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cela faisait un moment déjà que j'avais envie d'aborder des thèmes et des sujets de réflexion qui soient liés au droit. Un petit peu comme j'avais pu le faire dans ma vidéo qui était consacrée au film Love de Gaspard Noé et que j'avais sorti il y a un petit peu plus d'un an maintenant. De plus, comme vous pourrez le constater, ce que j'ai envie d'essayer également, c'est de m'adonner à faire des vidéos en face caméra et de ne pas simplement me contenter de la voix off comme je pouvais le faire jusqu'à présent. Ce sera donc l'occasion d'essayer peut-être de proposer également du contenu qui puisse être un petit peu plus spontané. En tous les cas, avec ces chroniques, l'objectif, cela va être d'aborder des réflexions qui vont donc toucher au droit et je vais essayer de faire en sorte que les différentes thématiques que je vais traiter ici soient liées à des sujets d'actualité. Voici donc pour la présentation brève de ce nouveau format et tout de suite, nous allons nous intéresser au sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Voilà une question de droit qui est posée, le droit au sexe dans le mariage. Est-ce que c'est une obligation ? Alors, pour notre vidéo du jour, j'avais envie de m'intéresser à une interview qui a été réalisée par le journal BFM TV, une interview d'une universitaire, Julie Matussi, qui est maître de conférence au sein de l'université d'Aix-en-Provence et qui évoque une question épineuse, celle du devoir conjugal. Le 17 mars dernier, le journal Mediapart a mis en avant une décision rendue par la Cour d'appel de Versailles qui a prononcé le divorce au tort exclusif d'une épouse en raison du fait que cette dernière refusait depuis plusieurs années d'avoir des relations sexuelles auprès de son époux. Cette affaire a notamment pu faire l'objet d'un article sur Le Monde, article que je n'ai pas pu lire en entier, mais c'est à la suite de cette affaire que l'universitaire est interviewée par le journaliste de BFM TV. Et ce qu'elle va expliquer permet d'une part de comprendre quel est le fondement de ce genre de décision, et d'autre part de mettre en lumière plusieurs problématiques que ce genre de décision soulève. Ce que je vous propose, c'est de revenir ensemble sur les précisions qui sont apportées par l'universitaire et y apporter des explications supplémentaires, et également d'approfondir les problématiques qu'elle soulève. L'enjeu en réalité de cette chronique, ça va être de proposer un raisonnement qui va pouvoir permettre de remettre en cause l'existence du devoir conjugal, et donc de remettre en cause le fait qu'il existe des décisions qui prononcent un divorce au tort exclusif d'un époux sur le motif que celui-ci aurait refusé d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Alors effectivement, le Code civil, en son article 215, dit que les époux se doivent mutuellement communauté de vie. Et depuis 200 ans, l'interprétation jurisprudentielle constante de ce texte est de considérer que la communauté de vie signifie communauté de toit, c'est-à-dire vivre sous le même toit, et de lit, donc avoir des relations sexuelles. Alors le point crucial qui est soulevé ici, c'est le fait que le devoir conjugal ne repose pas sur un texte de loi qui soit clair et précis, mais repose sur une interprétation jurisprudentielle d'un texte de loi. Et le texte de loi en question, c'est le suivant, l'article 215 du Code civil. Cet article énonce que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un texte de loi peut être soumis à interprétation, et ce pouvoir d'interprétation sera d'autant plus prégnant chez le juge, étant donné qu'il est en charge d'appliquer le dit texte. C'est d'ailleurs du fait de cette mission d'interprétation, qui découleront des décisions rendues par les différentes juridictions, que sera formée la jurisprudence. Les positions jurisprudentielles peuvent bien sûr fluctuer d'une juridiction à l'autre, et surtout, il peut y avoir ce que l'on appelle des revirements de jurisprudence. La difficulté, c'est qu'ici, comme l'indique Julie Matussi, nous avons affaire à une jurisprudence qui est bien ancrée. Mais toutefois, cela n'empêche nullement qu'il pourra toujours y avoir un revirement de jurisprudence, ou même, carrément, un texte de loi qui mettrait fin à cette interprétation jurisprudentielle. Mais dans tous les cas, cela ne nous empêche pas, nous, de montrer en quoi cette interprétation pose problème, ce qui est donc l'objectif de notre chronique. Mais il était quand même important de savoir quel était le fondement de ce devoir conjugal avant d'y proposer une réflexion pour pouvoir le remettre en cause. Alors effectivement, et c'est pourquoi il y a classiquement des exceptions au devoir conjugal, et notamment le motif de santé qui peut être invoqué par les époux pour échapper à cette obligation. Et on peut d'ailleurs s'interroger sur le point de savoir pourquoi dans cette affaire de 2019 que vous avez exposée, cette exception n'a pas joué. Ici, il est fait référence aux exceptions qui peuvent être apportées à ce devoir conjugal, notamment pour des raisons de santé. La difficulté, c'est qu'en fait, il s'agit plus de proposer au cas par cas des situations qui pourront permettre de déroger au devoir conjugal que de proposer une vraie réflexion qui nous permette de remettre en cause l'existence même de ce devoir conjugal.
Néanmoins, Julie Mathussi va poursuivre et va soulever ce qui va être le vrai problème avec l'existence d'un tel devoir. Toutefois, on peut, à mon sens, de façon plus générale, s'interroger sur la pertinence d'un devoir conjugal de façon générale, dans la mesure où notre droit connaît par ailleurs, vous l'avez très justement dit, une interdiction du viol conjugal. En l'occurrence, il est évoqué le point crucial qui pour beaucoup justifie de mettre fin à ce devoir conjugal, et c'est donc mon point de vue également, à savoir l'existence du consentement au sein du couple et surtout la notion de viol conjugal. Il faut savoir que la reconnaissance du viol conjugal n'a pas toujours été effective. C'est la loi du 4 avril 2006 qui est venue expressément reconnaître le viol entre conjoints, concubins et partenaires de Pacs, en prévoyant de ce fait une aggravation de la peine. Néanmoins, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, la chambre criminelle reconnaissait depuis 1992 la qualification de viol entre époux. Ce qui va être intéressant ici, avec la reconnaissance du viol conjugal entre époux, c'est de voir comment est-ce qu'on peut articuler juridiquement la reconnaissance du viol entre époux et également l'obligation d'un devoir conjugal. Ça semble assez paradoxal. Alors je tiens toutefois à préciser que techniquement, juridiquement, les deux sont compatibles, puisque le viol conjugal, c'est l'interdiction de forcer physiquement autrui, alors que le devoir conjugal, c'est le fait de se forcer pour respecter la loi, entendue au sens large, c'est-à-dire cette interprétation jurisprudentielle constante. Alors, juridiquement, pour expliquer la cohabitation de ces deux principes, il faudrait faire la distinction entre, d'un côté, la situation où un époux forcerait son partenaire à avoir des relations sexuelles et une autre situation qui serait celle où, en réalité, l'époux se forcerait de lui-même à avoir des rapports sexuels. Alors, admettons que l'on puisse faire une distinction entre ces deux situations, du fait que dans la situation du devoir conjugal, ce n'est pas le conjoint qui exercerait une contrainte auprès de son partenaire pour avoir des rapports sexuels, mais le partenaire lui-même qui ferait l'effort de lui-même d'avoir des rapports sexuels. Il n'en demeure pas moins que cette distinction repose sur une limite particulièrement floue. De surcroît, dans cette hypothèse, quand bien même le conjoint n'aurait pas forcé directement son partenaire à avoir des rapports sexuels, il n'en demeure pas moins qu'il existe bel et bien une contrainte. Une contrainte qui cette fois-ci ne va pas émaner de l'époux, mais qui va émaner d'une obligation, en l'occurrence une obligation que l'on pourrait voir comme une obligation morale, sociétale, ou en tout cas jurisprudentielle. Et surtout qu'en plus, le fait de ne pas respecter cette obligation va avoir une incidence particulièrement importante, puisque cela va avoir des conséquences juridiques qui ne seront pas négligeables. Car le fait de ne pas respecter ce devoir conjugal, le fait de refuser d'avoir des rapports sexuels entre époux, entraîne donc, comme on vient de le dire, le fait de pouvoir prononcer un divorce au tort exclusif de l'époux qui aurait refusé d'avoir des rapports sexuels. Déjà, cela revêt une symbolique particulièrement lourde de se voir prononcer un tel divorce. Mais en plus, l'autre difficulté que cela pose, c'est que lorsque un divorce est prononcé au tort exclusif d'un époux, cet époux fautif va se voir condamné à verser des dommages et intérêts auprès de l'autre époux qui sera considéré comme étant lésé. Donc il est clair que ce devoir conjugal pose un véritable problème. Un problème qui va être d'autant plus important qu'on a eu des mouvements comme MeToo, Balance ton port et surtout bon nombre d'études qui ont démontré que les viols et agressions sexuelles avaient lieu en très grande majorité au sein de cercles privés et surtout entre époux. Donc maintenir un tel devoir est non seulement archaïque mais créer, comme il a été indiqué, un véritable danger pour la notion de consentement au sein du couple. Donc on est ici sur un débat qui vient précisément questionner la zone grise du consentement et qu'est-ce que c'est forcer, être forcé, se forcer, la sexualité dans le couple de façon générale. Ici, Julie Mathussi met en évidence le fait que ce devoir conjugal crée une sorte de zone grise, pour ma part je dirais même noir foncé, concernant le consentement au sein du couple. Mais en réalité, même si c'est le point le plus problématique en l'occurrence, en fait, ce devoir conjugal pose d'autres difficultés que je vais énoncer. Parce qu'il y a une question que j'aimerais poser, déjà, avant toute chose, c'est à quoi sert le devoir conjugal ? Quel est l'intérêt que celui-ci vise ? On nous explique que le devoir conjugal est fermement rattaché à la notion de communauté de vie. Mais une communauté de vie peut tout à fait s'établir entre deux époux sans qu'il y ait des rapports sexuels entre eux. De même, on peut mettre en parallèle l'obligation de communauté de vie avec les autres obligations essentielles qui résulteront du mariage. Ces obligations sont énoncées au sein de l'article 212 du Code civil. Cet article énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ici, parmi les principes que je viens d'énoncer, quels sont les principes qui pourraient nécessiter la mise en œuvre d'un devoir conjugal ? Étant précisé
que le devoir de fidélité implique de ne pas avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes, mais n'implique pas d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. En fait, si l'on met en parallèle l'obligation de communauté de vie avec les principes que je viens d'énoncer, ce qu'il va ressortir comme obligation essentielle lors d'un mariage, ça va être le fait de participer à la vie familiale du foyer. Ce qui va être important, c'est de participer à l'éducation des enfants, s'il y en a. Ça va être de participer aux charges usuelles du foyer, à la participation au crédit qui pourrait être souscrit par les époux. Ça pourrait être également le soutien financier, le soutien moral de l'autre époux. Ça va être l'ensemble de ces obligations. Et quand on prend l'ensemble de ces obligations, si on les compare, si on les met en comparaison avec un devoir conjugal, on se rend bien compte que l'obligation de rapport sexuel paraît complètement dérisoire avec ce qui va être l'essence même du mariage et des obligations qui vont régir la vie commune des époux. D'ailleurs, quand on s'intéresse en réalité aux décisions de justice qui prononcent un divorce au tort exclusif d'un époux en raison de l'absence de relations sexuelles, ce qui va être mis en avant, c'est le fait qu'il y aurait un délaissement affectif. Et d'ailleurs, en réalité, c'est ce qui semble ressortir du raisonnement des personnes qui sont favorables au maintien d'un tel devoir. Alors, j'ai quand même envie de faire une petite précision, c'est qu'il peut tout à fait y avoir une absence de relations sexuelles au sein d'un couple, mais cela ne va pas traduire pour autant un effacement du lien affectif. Il existe des personnes qui ne ressentent absolument aucun désir sexuel, en tout cas, et qui pourtant vont éprouver des sentiments amoureux envers leur partenaire. Mais même dans l'hypothèse où le fait de ne pas avoir de rapport sexuel traduirait l'érosion du lien affectif. Ce que j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est en quoi est-ce que cela serait constitutif d'une faute ? La disparition du lien affectif, est-ce que ce n'est pas justement ce qui est la base même d'un divorce ? Quel que puisse être le fondement qui sera décidé ensuite. Après tout, quand un époux ou deux époux vont initier une procédure de divorce, c'est qu'il y aura eu la disparition de ce lien affectif. Si tant est bien sûr en plus que ce lien affectif ait déjà existé. Donc, dans la situation où il y aurait effectivement la disparition du lien affectif, eh bien rien n'empêcherait un époux ou les deux d'entamer une procédure de divorce sur un autre fondement que le divorce pour faute. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler des fondements du divorce, intéressons-nous aux autres fondements du divorce qui existent. Les fondements du divorce sont de 4 types et ils sont énoncés par l'article 229 du Code civil. Nous retrouvons tout d'abord le divorce par consentement mutuel. Il s'agit de la situation où les époux sont d'accord non seulement sur le principe même de divorcer, mais également sur l'ensemble des conséquences qui vont découler du divorce. Ensuite, il y a le cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette situation vise, comme son nom l'indique, le cas où les époux sont d'accord sur le principe même de divorcer, mais ne sont pas d'accord sur les conséquences qui vont en résulter. Ensuite, il va y avoir la situation que j'ai présentée jusqu'à présent, qui est le cas du divorce pour faute, ou divorce prononcé au tort exclusif d'un époux, qui est donc le cas où un divorce va être prononcé en raison des manquements d'un époux durant la vie commune et d'un manquement au regard des obligations du mariage. Et c'est justement le sens de mon raisonnement de dire que le fait de ne pas avoir de relations sexuelles ne devrait pas être considéré comme une faute et ni comme un manquement. Et que donc on ne pourrait le reprocher à un époux et cela ne pourrait servir de cause valable pour la prononciation du divorce. Néanmoins, il reste le dernier cas de divorce, et le dernier cas de divorce est celui de l'altération définitive du lien conjugal. C'est intéressant ça, un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Et à l'instant, nous étions en train d'expliquer que l'absence de rapport sexuel pourrait éventuellement traduire une absence de lien affectif, en tout cas une érosion du lien affectif. Est-ce que, par hasard, on ne se reprocherait pas en fait beaucoup plus de l'altération du lien conjugal que d'une faute ? Eh bien justement, essayons de creuser un petit peu cette question et rendons-nous auprès de l'article 238 du Code civil qui nous indique « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux. » Ah attendez, mais c'est génial ! Rappelez-vous de ce que l'on disait en début de chronique. La jurisprudence fait reposer l'existence même du devoir conjugal sur le principe de la communauté de vie, sur le principe de l'obligation de communauté de vie entre les époux qui résulte de l'article 215 du Code civil. Et là, nous avons un fondement de divorce qui est justement prévu dans le cas de la cessation de la communauté de vie. Et bien voilà. Donc, l'absence de rapport sexuel, en réalité, ne serait pas, du coup, une faute, mais serait simplement
un critère pour déterminer la cessation de la communauté de vie et donc l'altération du lien conjugal. Et voilà, mais c'est magnifique, super, je pense que nous avons trouvé notre fondement, mais c'est super, donc nous sommes très contents, et bien voilà, cette vidéo peut donc toucher à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis au revoir, portez-vous bien, et rendez-vous pour une prochaine chronique. Oye, chicas, que nunca se les olvide. Eh ben non, c'était un prank. Car effectivement, si l'on se livre à une lecture pleine et entière de l'article, qu'est-ce que l'on constate ? L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de la demande en divorce. Attendez. Là, ce que cet article est en train de nous dire, c'est que la cessation de la communauté de vie entre les époux résulte du moment où les époux vivent séparément, dans des lieux distincts. Et donc, en opposition, à partir du moment où les époux vivent dans le même endroit, dans le même lieu, cela voudrait dire qu'il y a toujours communauté de vie, et qu'il importe peu de savoir s'ils ont des rapports sexuels ou non. Mais alors du coup, le fait de déduire l'obligation de rapport sexuel, l'obligation de devoir conjugal entre les époux de la communauté de vie, apparaît son fondement. La communauté de vie, contrairement à ce qu'affirme la jurisprudence, n'implique pas une communauté de lit, mais simplement une communauté de toit. Cela montre bien qu'en réalité, cette interprétation jurisprudentielle de l'article 215 du Code civil peut être entièrement remise en cause par l'article 238 du même Code. Ce constat renforce d'autant plus le fait qu'il n'y a pas de qualification juridique à apposer sur le fait que 2 époux n'ont pas de relation sexuelle. Comme je le disais antérieurement, si pour un époux cela devait constituer un motif personnel pour lequel il souhaiterait entamer une procédure de divorce, rien ne l'empêcherait de le faire. En revanche, ce motif ne devrait pas être retenu par les juges pour pouvoir prononcer le divorce. Et en plus, même dans l'hypothèse où un époux souhaiterait entamer une procédure de divorce pour cette raison-là, et que l'autre époux, lui par contre, refuserait purement et simplement de divorcer, eh bien dans tous les cas, cet époux-là ne pourrait pas empêcher son conjoint d'initier la procédure de divorce. Et il faut savoir que le fait d'initier la procédure de divorce permet d'obtenir des mesures provisoires qui permettront notamment d'avoir une résidence séparée. Et justement, à partir de là, il sera dans tous les cas possible d'avoir l'altération définitive du lien conjugal qui, en plus, depuis janvier 2021, pour être caractérisé, nécessite seulement ne nécessite plus qu'une année de séparation effective entre les époux contre 2 ans auparavant. Si j'explique cela, c'est pour mettre en avant le fait que même sur un plan purement procédural, la notion de devoir conjugal n'a pas réellement d'intérêt, car une procédure de divorce pour faute s'avère particulièrement longue et fastidieuse. En conclusion, si l'on devait résumer tout ce qui a été abordé jusqu'à présent, qu'est-ce que l'on constate ? Tout d'abord, que le devoir conjugal ne repose pas sur un fondement légal clair et précis, mais sur une interprétation jurisprudentielle d'un texte de loi. Ensuite, ce que l'on peut constater, c'est que cette interprétation jurisprudentielle du texte de loi peut se voir être remise en cause par un autre texte du même code et qui est relatif à l'altération définitive du lien conjugal. Puis, ce qui est également important de souligner, c'est que ce devoir conjugal ne vise aucun intérêt particulier eu égard aux autres obligations essentielles qui découlent du mariage. Et qu'en définitive, l'absence de relations sexuelles ne doit s'apprécier que comme un élément factuel et qu'il n'y a pas de qualification juridique qui doit être apposée à cet élément-là. Et enfin, le point le plus important et sur lequel je vais encore insister, c'est le fait que le devoir conjugal crée un véritable danger par rapport à la notion de consentement au sein du couple et qu'il crée un véritable flou avec la notion de viol conjugal. Et si jusqu'à présent j'ai pu me montrer le plus exhaustif possible afin de démontrer en quoi la notion de devoir conjugal ne devrait plus s'appliquer en droit français, le dernier point que j'ai évoqué justifie à lui seul la disparition du devoir conjugal. Ce que je vais dire maintenant pourra sembler d'une évidence, mais personne n'a à devoir de rapport sexuel envers quiconque, que ce soit son partenaire ou son époux. Et aucune obligation, que cette obligation émane de son conjoint, d'un texte de loi ou d'une interprétation jurisprudentielle, aucune obligation ne devrait contraindre un individu à avoir des rapports sexuels.
Et c'est donc sur ces mots que va se terminer cette chronique. Je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine chronique.